RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Odette du FC Que Choisir. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui Odette, nous allons parler d'un sujet qui concerne pas mal de gens dans nos régions. Oui. Les maisons fissurées à cause des terrains argileux et de ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles. Tout à fait. Donc effectivement, depuis le début de l'année, la région connaît une alternance d'épisodes donc de pluies intenses et de sécheresses sévères, passe de l'un à l'autre, provoquant des mouvements de retrait-gonflement des sols argileux, donc ce qu'on appelle généralement RGA. D'accord. Donc ces retrait-gonflements sont responsables de fissures croissantes dans de nombreuses habitations. Effectivement, quand on se promène dans les villages ou autres, on voit pas mal de maisons beaucoup, ouais. Effectivement, avec des fissures. En 2025, les signalements de fissures apparaissent plus tôt que d'habitude. Donc c'est plutôt alarmant pour les maisons individuelles les plus exposées. En effet. Alors qu'est-ce que le RGA concrètement ? Alors concrètement, donc, en période de forte chaleur, le sol se rétracte plus ou moins fortement. Puis quand la pluie revient, il se gonfle comme une éponge. Alors si le sol est très argileux, ce qui est le cas de 48% du territoire français, c'est pas négligeable. Cet effet élastique s'avère considérable. Alors quelles sont les conséquences de ce retrait-gonflement des argiles ? Alors le RGA donc affecte le sol de manière hétérogène et conduit à la formation de cuves et de bosses, ce qui fragilise les fondations des maisons jusqu'à les fracturer puisque ça bouge tout le temps. En fait, comme si on mettait la maison sur une éponge qui peut gonfler d'un côté. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc le phénomène touche surtout les pavillons aux fondations moins profondes et la structure plus légère que celle des immeubles. Effectivement, on en voit moins en ville. Ah oui. C'est surtout des pavillons individuels. Et on considère aujourd'hui que plus de 10 millions de maisons sont potentiellement concernées, 40%, dont 40% qui ont été bâties après 1975. Ah, c'est énorme. Tout à fait. Pourtant, il y a 30 ans que les mesures à prendre pour éviter les dégâts ont été consignées dans un guide officiel qui s'appelle Sécheresse et Construction. Et malheureusement, il a fallu attendre la loi Elan qui a rendu obligatoire à partir d'octobre 2020 seulement la réalisation d'une étude de sol avant la vente de terrains à bâtir dans les secteurs argileux qui sont répertoriés effectivement. Donc on sait quels sont les sols argileux. Et donc depuis 2020, il y a obligation de faire une étude de sol avant la vente du terrain. Donc on sait a priori à quoi on s'attend. Donc, le Bureau de recherche géologique et minière, qu'on appelle BRGM, estime qu'un épisode chaud d'ampleur devrait survenir une année sur 3 entre 2020 et 2050. Et effectivement, il y en a eu un en 2023, il y en a aussi eu un en 2025. Donc là, donc c'est même presque plus. Oui, c'est peut-être même plus, tout à fait. Et les conséquences sont dramatiques. Une maison fissurée n'est plus étanche au froid et à l'humidité, elle peut s'écrouler. Et le taux de récidive est de 17% après réparation. Ah oui, donc on répare, 17% de risque que ça reparte derrière. Ça recommence, effectivement. Est-ce que le problème est pris en charge aujourd'hui par l'assurance habitation ? Alors normalement, donc, le RGA, comme les inondations, les mouvements de terrain, les séismes, fait partie des sinistres pris en charge par l'assurance habitation au titre des catastrophes naturelles. Donc c'est un régime particulier. Depuis 1982, donc, tous les contrats multirisques habitation incluent obligatoirement une garantie catastrophe naturelle. Et alors ça se passe comment ? Alors quand on remarque des fissures sur sa façade, il faut s'adresser, la première chose à faire, c'est s'adresser à la mairie de son domicile pour savoir si d'autres habitations sont également touchées. D'autres habitants se sont manifestés. Si c'est le cas, donc le maire va solliciter une reconnaissance de catastrophe naturelle sécheresse. Mais alors, selon la Cour des comptes, donc sur les 9 dernières années, 50% seulement des demandes communales n'ont pas abouti, donc 50% ont abouti. Les conditions pour que les demandes aboutissent à un arrêté ministériel de reconnaissance catastrophe naturelle font l'objet de vives contestations, donc les critères sont très complexes et ne reposent pas sur une prise de mesure sur le terrain et ne tiennent pas suffisamment compte des réalités locales. C'est quelque chose qui est reconnu effectivement et que la Cour des comptes a noté, qui a été repris aussi dans des rapports du Sénat. C'est quelque chose qui est très connu. Très bien. Et alors du coup, quand l'arrêté est pris, qu'est-ce qui se passe ? Alors effectivement, donc la réponse des autorités, c'est il y a un arrêté ou pas d'arrêté. Alors on se dit, bon ça y est, il y a eu un arrêté, mon village est concerné par cet arrêté catastrophe naturelle, puisque c'est commune par commune. Donc à ce moment-là, on a 30 jours pour déclarer le sinistre à son assurance habitation. C'était jusqu'il n'y a pas très longtemps, c'était 5 jours, je crois. Enfin, c'est un peu rallongé. Un petit peu rallongé. Donc, effectivement. Bon, généralement, on est au courant parce que ça passe dans la presse, etc. Donc, on sait que ça c'est paru. Donc, il faut effectivement se manifester auprès de son assurance. Mais le fait de se manifester ne va pas garantir que la compagnie d'assurance prendra en charge les dégradations. Ce n'est que le début. C'est que le début des galères.
En effet, donc l'expert de l'assurance va intervenir, et son rôle est de faire payer la compagnie d'assurance le moins possible. C'est bien connu, puisque c'est un expert d'assurance. C'est pas... Donc il va travailler plutôt en faveur de l'assurance. Quelles sont les raisons pour refuser l'indemnisation, du coup? Alors, toutes les raisons sont bonnes. Ça peut aller d'une fuite dans les canalisations jusqu'à une charpente qui a trop chauffé pendant la canicule, ou encore des racines d'un arbre qui pompe l'humidité sous les fondations. Enfin, on voit effectivement toutes les raisons possibles et imaginables. S'il n'y a pas de chiffre précis, donc la grande majorité des experts semblent s'opposer au dédommagement. Par exemple, suite à un arrêté catastrophe naturelle en 2018, on a refusé l'indemnisation à des assurés sous prétexte qu'ils ont fait des travaux après l'apparition de fissures. Donc en 2003, il y avait effectivement eu une sécheresse. Et puis pour d'autres, on la refuse parce qu'ils ne l'ont pas fait en leur reprochant d'avoir laissé leurs biens se dégrader. Donc on ne sait pas quelle était la bonne solution. Non. Tout à fait. Et quand l'expert reconnaît le problème, du coup? Alors quand l'expert reconnaît le problème, c'est déjà une première étape qui est passée, mais bien souvent, il va recommander des travaux à minima. Ouais. Donc selon le rapport de la Cour des comptes, le coût moyen d'indemnisation d'un sinistre sécheresse s'élève à 16 300 €. Une somme qui couvre seulement du colmatage de fissures et du crépi. On ne va pas prendre les choses jusqu'au fond. Mais alors, ça ne comprend effectivement pas la pose de micropieux. Pourtant, c'est la seule technique qui permet de renforcer les fondations de façon définitive. Il y a peu de biens fissurés y ont droit, en fait. Et ce serait pourtant la solution qui devrait être mise en place pour toutes les maisons fissurées. Nombre de propriétaires n'ont comme seule perspective donc, que le délabrement progressif de leur logement, sans que personne ne s'en émeuve. Pas plus les assureurs que l'État. Ils sont seuls et désespérés face au craquement la nuit, l'eau qui s'infiltre dès qu'il pleut, l'emprunt qu'il faut continuer à rembourser pour une maison qui ne vaut plus rien, parce qu'en fait, effectivement, la maison ne vaut plus rien. Et quelquefois, elle va jusqu'à s'écrouler. On a une grosse pensée pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui seraient concernées. Est-ce qu'il n'y a pas d'évolution liée à l'augmentation du phénomène, quand même? Une évolution peut-être législative ou Alors, il y a une loi du 28 décembre 2021 qui a réformé le régime catastrophe naturelle. Il y a des associations de défense des sinistrés, donc de catastrophes naturelles, donc ils ont bataillé pour faire figurer l'obligation d'une étude de sol sur site qui constitue une preuve irréfutable de la responsabilité du terrain argileux en matière de maisons fissurées, et pas seulement l'expert qui vient et qui regarde et qui ne va pas chercher tout à fait. Cette demande avait d'ailleurs été soutenue dans un rapport d'information du Sénat qui en avait reconnu le bien fondé. Il préconisait la réalisation d'une étude de sol de type G5, donc à l'occasion de la gestion du sinistre, et la garantie d'une réparation pérenne et durable par l'assurance. C'était plutôt prometteur après ce rapport du Sénat. Pourtant, à l'issue d'un débat législatif, donc le Parlement s'est calé sur l'hostilité des assureurs à ces mesures. Et aujourd'hui, les fissures doivent compromettre la solidité du bâtiment pour qu'il y ait indemnisation. C'est-à-dire que si seulement on a des fissures, mais que ça ne risque pas de s'écrouler au moins à court terme, il n'y a pas d'indemnisation. Il faut déjà réussir à justifier que ça va s'écrouler à court terme. Tout à fait. Donc les fissures déclarées esthétiques évoluent rapidement. En fait, la loi ne prévoit qu'une remise en état antérieure, c'est-à-dire un colmatage des fissures et la réfection du crépi. On cache la misère, en fait. C'est exactement ça. Donc cette solution n'est qu'une efficacité temporaire, puisque à la première sécheresse, ça va recommencer. Voilà. Et on estime aujourd'hui que, en fait, dans la plupart des cas, quand on a seulement une toute petite fissure donc esthétique, au bout d'un an, il y a déjà 1,5 cm. C'est énorme, voilà, tout à fait. Donc, il y a une autre évolution concernant la règle de l'indemnisation, c'est que les réparations ne peuvent excéder la valeur vénale du bien. Donc, quand on sait que le prix de l'installation de micropieux, qui est le seul remède efficace en la matière, atteint parfois 100 000 €, de nombreux propriétaires se sont abandonnés. Quelqu'un qui a une maison un peu ancienne dans un village, multitude d'assurés sont laissés à leur triste sort sans la moindre solution pour consolider leurs biens, malgré la surprime CatNat, donc, qui est de 20% prélevée chaque année sur l'assurance habitation. Elle est passée au 1er janvier 2025, effectivement, à 20%. Elle était à 12% l'année dernière, elle était à 4% il y a quelques années. Elle augmente régulièrement et c'est sans doute pas fini. Y a-t-il d'autres nouveautés dans ce domaine ? Alors depuis cette année, les contrats d'assurance habitation donc, intègrent ces nouvelles réglementations, donc une nouvelle clause, conformément à l'ordonnance de février 2023 et d'un décret de décembre 2024. Donc l'évolution précise désormais les conditions d'indemnisation des fissures. Donc les dommages couverts, c'est un peu ce que j'ai dit. Seules les fissures affectant la solidité du bâti ou l'usage normal du logement peuvent donner lieu à indemnisation. Il y a une exception. Une fissure pourra être prise en charge si, dès le constat, il est démontré qu'elle risque d'évoluer défavorablement et à terme de fragiliser la maison ou d'entraver son usage normal. Et puis, il y a des éléments qui sont exclus. Aujourd'hui, on ne va pas indemniser les garages, les terrasses, les piscines, les dépendances, les murs de clôture et toutes les autres annexes qui ne sont plus garantis, sauf s'ils font partie intégrante de la structure principale. C'est-à-dire que s'ils sont rattachés, ils font partie. Au bâti principal. Voilà, tout à fait.
Quelles peuvent être les conséquences de cette évolution ? Alors, cette évolution ouvre la voie à de nombreux litiges. Il y en a déjà beaucoup, mais ça ne va pas s'arranger. Les experts mandatés par les assureurs pourront refuser d'ouvrir un dossier si les dommages n'affectent pas la solidité du bâti, n'entravent pas l'usage normal du logement et ne sont pas susceptibles d'évoluer défavorablement. Mais comment un expert peut-il prédire dès la première visite l'évolution de fissures qui se développent sur plusieurs années, sauf avoir une boule de cristal? C'est ça. Qu'ils n'ont pas en général. En attendant, donc, les sinistrés risquent de rester sans réponse, contraints de vivre avec des désordres visibles et qui, chacun le sait, ne font que s'aggraver avec le temps et avec effectivement les phénomènes climatiques qui se multiplient. Quelles sont les recommandations que vous proposez, que vous préconisez aux sinistrés du coup ? Alors, pour protéger l'endroit et éviter toute perte d'indemnisation, donc l'UFC Que Choisir conseille donc de surtout ne pas contacter immédiatement son assurance dès qu'on voit la première fissure, ce qu'on aurait tendance à faire. Sans arrêté interministériel de catastrophe naturelle, le dossier pourrait être refusé. On va dire il n'y a pas de dossier. Donc, et les prochains arrêtés n'interviendront qu'en 2026, donc pour les fissures qui seraient apparues suite à la sécheresse de 2025, de l'été 2025. Les maires ne pourront demander cet arrêté qu'en 2026. Il faut surtout conserver les preuves, donc photographier régulièrement les fissures pour voir si effectivement elles évoluent. Et puis noter les dates d'apparition. Maintenant que savoir si c'était proche de phénomènes de canicule. Voilà. Il faut donc, alors par contre, très rapidement alerter la mairie dès qu'on a connaissance ou qu'on a constaté effectivement la fissure, pour qu'elle saisisse la préfecture pour demander la reconnaissance catastrophe naturelle, donc en janvier 2026. D'accord. Après, ça prend quelques mois avant d'avoir la réponse. Un conseil, contacter un expert d'assuré, pas l'expert d'assurance, indépendant, quelqu'un qui est indépendant, qui va évaluer les dommages et surtout qui sera présent et qui assistera à l'expertise de l'assurance. C'est-à-dire que le jour où l'expert de l'assurance vient, si l'expert d'assuré est là aussi, ça lui permet aussi de rectifier les choses tout de suite. Si vraiment l'expert dit des choses, il peut dire attention, faire remarquer des choses. Oui, c'est bipartite, c'est-à-dire que ça rééquilibre un peu les choses. Et puis un conseil, donc souscrire une protection juridique, mais auprès d'un assureur distinct du contrat d'habitation, c'est-à-dire pas chez la même assurance, parce que l'assureur, si c'est la même compagnie d'assurance, il aura tendance à ne pas attaquer lui. Financer son avocat, l'avocat qui va s'attaquer à lui. Et puis enfin, se rapprocher d'associations de consommateurs ou de sinistrés pour rompre l'isolement. Donc effectivement, l'UFC Que Choisir, on peut vous assister si vous rencontrez un problème de fissure, donc n'hésitez pas à nous contacter. Puis d'autant que vous n'êtes vraiment pas seul. Il faut bien se dire une chose, c'est que malheureusement, vous êtes nombreux à subir ces fissures-là. Tout à fait, oui. Donc ne restez pas tout seul et effectivement contactez l'UFC Que Choisir qui pourra vous accompagner et vous aider. C'est ça. Parce que effectivement, ce sont très gros dossiers. Oui, des choses lourdes parce que souvent ça touche quand même un projet d'une vie. Voilà. Si on veut vous contacter à l'UFC Que Choisir, on fait comment, Odette ? Alors, on peut nous téléphoner, mais de préférence, on va donc sur notre site nancy.ufcquechoisir.fr et on peut poser des questions, on peut prendre des rendez-vous, et donc c'est plus facile que le téléphone où on n'est pas forcément toujours quelqu'un qui répond. Et le mail pour vous écrire, et le mail éventuellement contact@nancy.ufcquechoisir.fr. Eh bien, merci beaucoup et on le redit, si vous subissez des fissures sur votre habitation, ne restez pas seul et prenez contact avec l'UFC Que Choisir. Voilà, et avec votre mairie d'abord. Et avec votre mairie, alors oui évidemment votre mairie tout de suite en premier. Et après l'UFC Que Choisir qui vous aidera et vous accompagnera. Merci beaucoup Odette pour ce rendez-vous conso. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Et puis si bien sûr vous voulez réécouter cette chronique ou toutes les autres qui ont déjà été enregistrées, vous allez sur le site www.rcn-radio.org. À la semaine prochaine Odette. À la semaine prochaine. C'était le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. RCN, www.rcn-radio.org